Hello, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir avec l'écran d'attente, moi ça va très bien, vu que mon bolide, ma pépite, ma tuture, a passé son contrôle technique, donc forcément tout va bien. Ma voiture n'a pas été disqualifiée comme celle d'un certain Victor Martins lors de la dernière course de F2 à Bakou. Donc tout va bien pour elle. Et on espère que ça ira bien pour nos Français aussi ce week-end, puisque le début de la saison de nos Français en F2, c'est frustrant, c'est très frustrant, on va pas se le cacher. Lors de chaque live, on est quand même assez frustré. Il y avait que les premiers lives à Bahreïn où on était tous contents. On se disait que Pourchère et Martin, ça allait se battre pour le titre loin devant tout le monde. Quelle est loin cette époque, quelle est loin, quelle est loin. Après, ça donne un championnat plus intéressant, plus ouvert, etc. Mais c'est vrai que nos Français, surtout Victor Martins, est assez frappé par la malchance. Je sais pas si vous avez vu, mais vu qu'on est à Monaco pour ce week-end, enfin on est à Monaco, les pilotes sont à Monaco, moi je suis pas à Monaco. euh, les essais libres ont déjà eu lieu, à la fois en F3 et en F2, puisque c'est la tradition du Grand Prix de Monaco. On commence le jeudi. Et les qualifications auront lieu donc dès demain, comme d'habitude. Et il y a déjà des petites tendances qu'on pu se dessiner, des Français qui étaient plus en forme que d'autres. Après, voilà, comme je l'avais un peu mis dans les tweets pour annoncer le live, il y a quand même nos Français aiment bien performer à Monaco. Historiquement, hein, avec Jules Bianchi, Antoine Hubert en F1, en F2 les années précédentes, mais voilà, on a eu Théo Pourchère, on a eu Victor Martins, on a eu Isaac Adjar, voilà. Donc voilà, écoutez, on va commencer. Comment on appelle ça? Vous connaissez, voilà, vous connaissez la chaîne. C'est dur le français, hein, c'est pas évident. Vous connaissez la chaîne. J'ai préparé un petit PowerPoint. Un petit PowerPoint pour parler voilà, de ce week-end de F2, F3 à Monaco. Alors, il n'y a pas que la F2 et la F3, on y reviendra un peu plus succinctement en fin de live, mais il y a aussi l'Eurocup 3 qui est à pas Spa-Francorchamps, ça c'était la fois précédente, qui est à Motorland Aragon, donc au centre de l'Espagne globalement, nord de l'Espagne. Il y aura aussi la F4 espagnole avec Enzo Dellini, Théo Finel, les pépites françaises qui, on espère, cette fois ne s'accrocheront pas. On parlera aussi très rapidement de la F4 italienne qui, elle, par contre, est bien à Spa-Francorchamps. Et j'ai pas dû faire de diapo dessus, mais aussi un petit mot de karting avec Lisa Billard, notamment, qui abordera sa troisième manche du championnat de France. FFSA Junior de karting national, voilà. Je pense que c'est le nom complet du championnat globalement. Bon allez, on commence et on part sur le classement de la Formule 2 avec un Français, avec Théo Pourchère, en tête du championnat pour seulement 3 points, mais quand même en tête du championnat, ce qui n'est pas rien. Un petit mot sur Rainmakers. J'ai pas trop suivi. J'ai pas trop suivi le championnat d'Europe de karting ce week-end puisque j'ai vu que pour les Français ça s'était pas super bien passé. Il y avait que Arthur Poulain et Jimmy Elias en finale. Pour les Belges, je crois que ça s'est bien passé. Il y avait des top 10, il y avait des top 5. Je saurais plus dire exactement les résultats, mais tout est sur fiakarting.com. Mais ça s'est bien passé pour les Belges. Mais ça m'a pas non plus marqué. Ça m'a pas non plus marqué des masses, désolé. Désolé. Euh, il prend un deuxième. Ah non, mais Tibor Raemaker, c'est très bon pilote, hein. Je sais que c'est ton chouchou, hein, depuis que j'en ai parlé rapidement. Mais on revient évidemment sur la Formule 2. Bienvenue à ceux qui rejoignent dans le chat. Théo Pourchard donc en tête du championnat avec. C'est quand même très irrégulier. C'est globalement sur le podium ou en dehors des points. C'est un peu le problème aussi de Victor Martin, sauf que Victor Martin ça a été encore moins de fois sur le podium. Théo Pourchard, il faut quand même, si on exclut le week-end catastrophique de Jeddah, catastrophique dans tous les sens du terme, la saison de Théo Pourchard est bonne quand même, et même très bonne, avec des podiums dans toutes les courses principales. Il y a quand même, on sent que à chaque week-end, il est au rendez-vous. Même à Jeddah, il avait fait top 3, il avait fait troisième en qualification. Et avant son attentat sur Oliver Berman, il était bien placé. Donc Théo Pourchard, il est toujours dans le coup. Et c'est déjà une progression par rapport à l'an passé. Maintenant, est-ce qu'il sera encore dans le coup à Monaco? On l'espère, hein, parce que c'est quand même là où il avait performé. Il avait performé pour la première fois aux yeux de tous en Formule 2. Ouais, je reste quand même sur ma fin pour Pourchère, nous dit Nitram Nitrin. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais
En fait, je pense qu'on a peut-être vu pour cher trop beau, pour cher trop haut, après le week-end absolument sensationnel qu'il nous avait fait à Bahreïn où il avait atomisé la concurrence. Et c'est vrai qu'on imaginait aussi plus de différence avec Victor Martins, qui est rookie, qui vient de la Formule 3. Alors certes, c'est le tenant du titre F3, certes, il est 2 ans plus âgé que Théo Pourchaire, mais c'est vrai que si on parle juste vitesse pure, si on ne parle pas du tout des résultats, si on enlève totalement le classement, Victor Martins est plus impressionnant en vitesse pure. Et d'ailleurs, c'est assez contre-intuitif, hein, puisque tout au long de sa carrière, Victor Martins, normalement, c'était pas le pilote super rapide, c'était le pilote justement régulier, c'était le pilote qui était toujours devant, quel que soit le championnat, quel que soit le niveau d'expérience, quelle que soit l'équipe, toujours dans le top 5 au championnat. Et je vais arrêter WhatsApp puisque ça arrête pas de faire des notifs, je sais pas si vous les entendez. Oui, donc voilà, Victor Martin, c'était voilà l'archétype du pilote toujours régulier. Et là, bah, c'est l'inverse. Il est très rapide, très très haut. Et je dirais ouais, plus impressionnant que Théo Pourchaire. Mais en attendant, c'est Théo Pourchaire qui collecte les points manche après manche. Et malheureusement, Victor Martin, c'est vrai qu'il y a la malchance. Alors, il y a des erreurs de son côté, ça on va pas se le cacher. À Jeddah, à Melbourne. À Bakou, il y a une erreur au restart de la course sprint où il est deuxième et où il suit Dennis Auger dans le mur. Et évidemment, il y a la disqualification en course principale alors qu'il était quatrième, qu'il avait fait enfin une course sans problème du début jusqu'à la fin, propre et tout, disqualifié pour infraction technique. C'est vrai qu'on a quand même l'impression que la malchance s'acharne sur Victor. Et oui, non, mais c'est ça, je ne comprends pas, puisque pour moi, voilà, le reste de la carrière, depuis la F4, F4, Formule Renault, F3, Victor Martin, ça a toujours été l'inverse. Normalement, toujours très régulier. Encore une fois, quand même, la saison. Alors, je pense que je dois dire ça à chaque live, mais tant qu'on est au début de saison, je peux encore le dire, la saison est encore longue. On a fait 4 manches. Alors, Imola a été annulé et normalement, il ne devrait pas y avoir de manches rajoutées. On parlait du Qatar à un moment, mais visiblement ça n'a pas trop l'air de se faire. Je pense qu'on devrait rester sur un calendrier à 13 manches, donc ça veut dire qu'il en reste 9. On peut marquer 39 points par manche, 39 fois 9, vous faites le calcul, ça fait quelque chose comme 359. 359 points, voilà, le titre est très loin d'être joué, surtout que devant, il n'y a aucun pilote qui s'est vraiment échappé. Théo Pourchaire, il a beau être sur les podiums à chaque course principale, il y a quand même le trou noir de Jeddah qui fait qu'il n'est pas tellement en avance sur les autres. Il y a Vesti qui est pas loin, il y a Iwasa qui est pas loin, il y a Berman qui a fait un week-end de fou malade à Bakou. Donc voilà, le championnat est encore très ouvert. Et Victor Martins, alors certes il est 15e, mais bah tout est possible, hein, tout est possible. Et c'est vrai que d'ailleurs son week-end à Monaco a très bien commencé cet après-midi aux essais libres où il a fait le deuxième temps. Ouais, bah Douane, bah alors on en reparlera, mais Jack Douane qui faisait le malin en début de saison en disant ah ouais, je m'attends à dominer cette saison. Écoute, écoute, tu es 13e. La seule course où il est vraiment sorti du lot, c'était à Jeddah quand il a profité des abandons de devant pour faire un podium. Bon, alors, pour sa défense, il n'est pas dans la meilleure équipe, hein, Virtuosi, et surtout, il n'est pas aidé par son coéquipier. Hein, ça, c'est un peu, même totalement, le seul pilote compétent de l'équipe. Ça doit pas aider. Alors que, par exemple, pour Cher et Martins, c'est deux top pilotes. Alors, on n'est pas là à dire s'ils méritent, voilà, s'ils ont le potentiel d'être champion du monde de F1 et tout, mais c'est deux top pilotes, quoi qu'il arrive, quel que soit le reste de leur saison, c'est des top pilotes tous les deux. Et qui peuvent se tirer vers le haut, profiter de l'expérience de chacun qui est très différente. Pour Cher a énormément d'expérience dans la F2, Victor Martins a énormément d'expérience sur des gestions de championnat, enfin voilà, il y a beaucoup plus d'années en compétition monoplace, en compétition automobile. Alors que voilà, Douane, il est tout seul, hein, il est tout seul dans son équipe, c'est pas Amaury Cordil qui va l'aider malheureusement pour lui. On peut passer un peu à la suite du championnat. On a deuxième Frédéric Vesti. Pour moi, Vesti, je suis toujours pas convaincu, hein. Vraiment, je suis toujours pas convaincu, Frédéric Vesti. Mais il est régulier. On peut pas lui retirer. Il est toujours là. Il est toujours là, alors sauf à Bahreïn où Prema avait fait un foiré magnifique et où Vesti d'ailleurs avait fait une erreur au départ, je m'en souviens. Mais
je sais pas, Vesti, je suis toujours pas hypé, quoi. Je suis toujours pas hypé. Augur pas ouf, ça on y reviendra. On sait si Audi est toujours intéressé pour continuer à Sauber Academy. C'est le grand flou. En fait, depuis que Audi a annoncé son arrivée en 2026, bah, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Alors, on sait qu'ils font des grands programmes de recrutement, etc., pour le moteur notamment, vu ils doivent partir de zéro un peu, contrairement à tous les autres motoristes, donc ils doivent être très agressifs dans leur stratégie de recrutement, etc. Donc, ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Ils font beaucoup d'efforts pour 2026, 2026, 2026. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Et je crois je crois que c'était Antoine, je crois que c'était le pit stop qui avait mis dans sa vidéo FAQ voilà, on ne comprenait pas où allait Sauber en fait pour les 2 prochaines années. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe si Audi croit vraiment en Théo Pourchaire, si Sauber va quand même être indépendant. En fait, qui sera à la tête de l'équipe en 2024-2025? Il y a Audi qui va avoir une participation minoritaire dans l'équipe, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, est-ce qu'ils vont commencer à mettre leur pion dès 2024, un peu à la manière de ce que Mercedes avait fait avec HWA en Formula I, ou ils vont arriver vraiment en 2026 et avant ça, on s'en fout, Sauber, faites votre vie, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Oui, dans la Sauber Academy, non, il y a des pilotes de karting comme Time Saleh, qui est un pilote allemand qui a peut-être été intronisé dans l'académie par Audi, vu qu'il est allemand, que Audi veut des pilotes allemands à tout prix. Mais oui, dans la Sauber Academy, il y a Lena Bühler, 25 ans, F1 Academy, on ne sait pas pourquoi, mais elle est dans la Sauber Academy depuis cette année. Il y a aussi Marcus Amand, pilote franco-finlandais, courant sous licence française en FRECA. Mais c'est vrai que Théo Pourchaire n'est pas très menacé en interne. Hein. C'est pas Marcus Amand et Lena Bühler qui vont le menacer. Théo Pourchaire, lui, doit avoir devant. Il doit essayer de menacer Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou. Voilà, il doit il doit faire de son mieux. Vraiment, vraiment, je sais pas. Je sais pas ce que peut espérer Théo. Tout ce que Théo a à faire, c'est faire le maximum. Et s'il écrase, voilà, le reste de la saison, même si, enfin, voilà, s'il gagne le championnat de F2, ça va être difficile quand même pour Sauber ou même pour Audi de ne pas le mettre. Enfin, ça ferait aucun sens. Ils ont plus besoin de l'argent de Guan Yu Zhou. Guan Yu Zhou, il est bon, mais sans plus, a priori. C'est que sa deuxième saison, mais sans plus quand même. Valtteri Bottas, il est un peu perdu depuis plusieurs courses, depuis plusieurs mois même peut-être. Je pense que voilà, Théo Pourchaire, il a une place, il a une place à se faire. Il est bien, il est quand même soutenu par Sauber. Mais voilà, qu'est-ce que Audi va dire Bah voilà, non mais en fait c'est la grande question. Qu'est-ce que Audi fera l'an prochain? Ils sont actionnaires minoritaires. Ils seront actionnaires minoritaires en 2024. Donc normalement, ça devrait pas être eux les principaux décisionnaires. Maintenant, ils auront quand même leur mot à dire. C'est évident. Et je pense, enfin, ils sont bien mignons, Audi, à vouloir un pilote allemand en 2026, mais pour l'instant, c'est assez compliqué. C'est vrai que voilà, enfin, déjà même pour préparer l'avenir, enfin Théo Pourchaire c'est quand même, même s'il a parfois voilà, des petits trous noirs comme à Jeddah, Théo Pourchaire c'est quand même l'un des pilotes les plus prometteurs des formules de promotion sur les 4-5 dernières années, sans aucun doute. Euh, donc, enfin, pour moi, il mérite totalement sa place en F1. Il la mérite déjà maintenant. Hein. Mais je pense que si Audi veut essayer de préparer quelque chose avec un pilote d'avenir, etc., ils mettent Théo Pourchaire en 2024-2025. Et si ça marche pas, bah tant pis, Théo Pourchaire ira ailleurs. Mais Audi, ils peuvent avoir vraiment un top pilote qui arriverait, je vais pas dire à maturité, puisque voilà, un pilote n'arrive pas à maturité à sa troisième saison de F1, mais si Théo Pourchaire fume tout le monde en 2024-2025 en F1, bah Audi ils seront bien contents de le récupérer. Enfin, je pense que voilà, ça peut être vraiment très intéressant. Et c'est vrai, bah, si Théo ne monte pas en F1 2024, c'est mort. Enfin, c'est mort pour le court terme. Après, il y aurait toujours moyen peut-être de raccrocher les wagons en partant sur de la, non, 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 ça serait mort. En vrai, ça serait mort. Ou alors, il partirait en Super Formula, chose qu'il aurait déjà dû faire cette année à mon sens, comme Liam Lawson qui mène le championnat actuellement. Mais non, non, il repartira pas sur la F2, c'est impossible. Je pense Super Formula,
peut-être pour garder espoir, mais en vrai, non, c'est compliqué. Pour moi, Théo Pourchaire, c'est 2024 ou jamais, hein, je pense. Je pense, mais vraiment, il aurait tellement dû aller en Super Formula. Ouais, ça a parlé de Tim Tramnitz dans le chat. C'est vrai que Tim Tramnitz, d'ailleurs, il sort d'un week-end exceptionnel en Freca où il a fait les 2 victoires, une pole, et il a pris la tête du championnat en Freca. Donc c'est comme en F2, voilà, on n'est que au début de saison. Mais c'est vrai que voilà, c'est un très bon début de saison quand même pour Tim Tramnitz. Voilà, après il est en Freca, l'horizon 2026, ça va être compliqué, hein. Il va sûrement avoir besoin de une saison, peut-être 2 saisons en F3, 2 saisons encore en F2. 2026, c'est trop tendu. Ça peut arriver en 2027-2028, mais avant, ça va être compliqué. Bon, après cette digression, on peut passer à troisième Ayumu Iwasa au championnat. Troisième Ayumu Iwasa qui a vécu son premier zéro pointé. J'avais dit à un moment que voilà, c'était le seul pilote qui arrivait à être régulier, qui avait marqué des points à toutes les manches. Et bah c'est mort, c'est fini puisqu'on l'a pas vu, on l'a pas vu, on n'a pas vu vraiment Dams non plus, hein, on n'a pas vu Arthur Leclerc non plus, qui a quand même marqué un point, mais on n'a pas vu le japonais. Par contre là, on l'a bien vu en séance d'essai libre, où il a fait le meilleur temps, de pas grand chose sur Victor Martins. Mais voilà, les Dams ont l'air d'être dans le rythme, donc ça c'est très intéressant. Aussi, grosse interrogation sur Oli Berman qui a voilà, ébloui tout le paddock, qui a ébloui le monde entier à Bakou en Azerbaïdjan avec cette double victoire historique. Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce qu'il peut enchaîner? En vrai, moi, Oli Berman, ça me fait beaucoup penser à Théo Pourchaire 2021. Dans le sens où il a 17 ans, dans le sens où il a fait qu'une seule année de Formule 3, qu'il a sauté la Formule régionale avant ça, donc il a quand même très très peu d'expérience, qu'il a une vitesse pure exceptionnelle, comme le montre voilà, cette double victoire à Bakou qui est presque ou aussi impressionnante que la victoire de Théo à Monaco il y a 2 ans. Maintenant, il y a quand même des. Enfin, c'est très irrégulier. Pour l'instant, on va voir ce que ça donnera sur le reste de la saison. Mais là, par exemple, on a vu en essai libre, il s'est craché. Il s'est craché au virage du portier. Euh, je pense que c'est peut-être un peu trop brouillon. C'est peut-être un peu trop brouillon encore et il fait ses 17 ans. Il fait ses 17 ans. Il a fêté ses 18 ans. Il a fêté ses 18 ans tout récemment, je crois. Il a 18 ans maintenant, ouais. Donc, Oli Berman, je pense qu'il va peut-être avoir besoin d'un peu plus de temps. Après, Oli Berman, voilà, c'est un phénomène. On peut être surpris, et voilà, Oli Berman il est totalement différent de Théo Pourchaire, on ne sait pas ce qui peut se passer, voilà, c'est 2 personnalités différentes, etc. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça met une pression quand même sur les pilotes chez Haas. Kevin Magnussen d'ailleurs était sous pression après Bakou. Il a magnifiquement répondu avec un super week-end à Miami. Il y a peut-être un duel à distance qui se joue entre les deux, donc ça va être intéressant à suivre. Mais je pense que si Oli Berman fait une deuxième année de F2, ce ne sera pas un drame. On passe ensuite sur Kouchmeni, cinquième, la surprise de l'année. Je le dis à chaque live, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait pour Campos, en plus, qui n'est pas la meilleure équipe. Il domine, vraiment, domine Ralph Boschung, qui est beaucoup plus expérimenté. Il est là tous les week-ends, il est régulier, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il fait et j'espère même que il aura une chance de monter dans une meilleure équipe, d'avoir peut-être des tests en F1. Je sais pas. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de contact avec la F1. Après, le marché indien peut toujours être super intéressant, comme Guan Yu Zhou a été super intéressant pour le marché chinois. Maintenant, ouais, voilà, Kouchmeni, c'est vraiment ultra surprenant et on espère que ça continuera comme ça pour lui. Beau crash de Bochung d'ailleurs lors des essais libres. Alors, Bochung est pas vraiment fautif. Alors d'ailleurs, Bochung a été appelé au commissaire tout comme Roman Stanek car Bochung et Stanek se sont accrochés. Bah voilà, Stanek pénalisé de 3 places, d'accord. Donc voilà, Bochung n'était pas fautif sur le crash qu'il y a eu aux essais libres. Bochung était sur un tour lancé et il a voulu passer Roman Stanek au virage Anthony Nogues, donc le dernier virage, vous savez. Et ça c'est. Bah, Roman Stanek ne l'a pas vu tout simplement. Et Ralph Bochung aussi. Donc la faute est sur Roman Stanek, mais Ralph Bochung n'a peut-être pas été le couteau le plus aiguisé du tiroir quand même en forçant à tout prix, alors que Stanek, il allait fermer la porte.
c'est ultra bête. Enfin, en plus, c'était vraiment au début de la séance d'essai libre et ça valait pas le coup de se donner à 100% comme ça pour un tour en essai libre, quoi. Enfin, ça a fait perdre du temps à tout le monde. L'intérêt, enfin, pour un pilote aussi expérimenté, prendre des risques comme ça en essai libre à Monaco, enfin, je sais pas, ouais, c'est. Bon, c'est un peu décevant. Sixième, Denis Auger. Denis Auger qui est malchanceux quand même, hein. Denis Auger, il devrait être plus haut au championnat. Il devrait être plus haut au championnat. On se rappelle, malheureusement, qu'il aurait dû être sur le podium à Melbourne lors de la course principale avant d'être percuté par Victor Martins. Oupsie. Euh, mais c'est vrai que, voilà, début de saison. Arturo qui nous dit dans le chat, Auger tellement malchanceux. Et là, enfin, pas de problème, parti pour gagner. Et il se met dans le mur. Ça fait penser à Vip, ça craque sous la pression. C'est vrai que la ressemblance est assez frappante, à la différence que lui. Qu'est-ce qu'il avait fait, Vips? Bon, il avait dit des bêtises sur Twitch, je me rappelle plus que. Je crois que c'était homophobe, raciste, un truc du genre, je me rappelle plus. Mais Vips et Auger ont le même problème pour le moment. Ça craque sous la pression, vraiment. Il est parti tout seul, relance de safety car. Il tape le mur tout seul pour, je vais pas dire pour aucune raison, enfin c'est ultra bête quand on est facile, enfin quand on est, c'est ultra facile là quand on est dans son canapé à dire ah bah hey, il a craqué sous la pression, il est vraiment nul, il menait la course, relance de safety car, pourquoi il a fait ça? Voilà, enfin bon, c'est des erreurs qui arrivent. Et surtout Dips, en fait le problème c'est que ça se répétait vraiment souvent. Je me rappelle par exemple à Imola aussi, il est parti à la faute tout seul, Dips. Auger, alors, vous me dites si je dis des bêtises, mais il n'y a pas beaucoup de fautes de son ressort. Donc il y a forcément Baku, mais comme ça, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça fait perdre des points précieux au championnat et il pourrait être bien plus haut. Je pense qu'il pourrait totalement mener le championnat et qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de Denis Auger. Donc il faudra voir comment il réagira. Ensuite, on a Arthur Leclerc, très très bon début de saison, très régulier aussi. On a Ralbo Chung, on a Daruvala, Fittipaldi, Maloney. Alors Fittipaldi qu'on a vu pour la première fois de la saison quand même à Bakou avec son podium. Faut voir s'il peut enchaîner. Ensuite, Zen Maloney qui a fait un excellent premier round et qui a disparu. Richard Verschoor, Jack Doohan, on en a déjà parlé. Isaac Adjar, le début de saison est prometteur, mais pour l'instant c'est assez frustrant, c'est assez brouillon, mais on voit clairement qu'il y a une progression. Je l'avais dit lors du live précédent, mais il y a une progression course après course, manche après manche. On voit que voilà, lui, il se rapproche du top niveau. Il aurait dû faire podium à Melbourne lui aussi. Et en qualification à Bakou, il a été très brouillon, ça c'est de sa faute, un peu de son équipe aussi, mais voilà, trop brouillon malheureusement. Mais voilà, il y a encore 9 rounds devant lui. Ensuite, on a Martin, on en a déjà parlé, Crawford Correa, Clément Novalak. C'est déprimant de voir Clément Novalak seulement là. J'ai pas d'explication. J'ai pas vraiment d'explication hein, pour Clément Novalak, mais c'est un début de saison très compliqué. Ensuite, on a Roman Stanek, Roy Nissany et notre dernière ligne fétiche qui. Enfin voilà, qui est dernière ligne au championnat, dernière ligne partout en qualif, en course, ils sont toujours là. Toujours régulier, et Amaury Cordier et Brad Benavides. Raiko Junior qui nous dit Novalak est tellement frustrant dans son attitude. Comment ça dans son attitude? Alors j'avoue que j'ai pas trop la ref. Je sais qu'il y avait des gens qui s'étaient plaints de l'attitude d'Isaac Adjar en mode il faisait que se plaindre à la radio, mais je pense aussi que tous les pilotes se plaignent à la radio et que les gens de la F2 aiment bien diffuser plus souvent les radios d'Adjar puisque quand Adjar gueule à la radio, il gueule fort. Enfin, donc je pense que voilà, ces radios sont plus diffusées que les autres, comme celle d'ailleurs en son temps, c'est pas une super référence, mais de Dan Tiktoum, chacune de ces radios était diffusée en direct. Quoi. On a l'impression qu'il veut juste s'amuser un peu et que la course ça passe au second plan de son week-end. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il est très relax. En fait, il me fait penser à Valtteri Bottas dans le sens très décontracté, très chill, très fiesta et tout. Ouais. Bon, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est dommage puisque vraiment si les résultats étaient là, bah, ce serait trop chouette. Mais c'est vrai que c'est une attitude qu'il avait pas vraiment. Il était beaucoup plus discret en 2020, 2021.
et que depuis qu'il est monté en F2, c'est vrai, il s'est beaucoup plus dispersé, c'est vrai. Avec le podcast notamment Screaming Mills, avec voilà un style, un look aussi très reconnaissable. J'avais jamais fait cette réflexion, mais c'est vrai que ce changement, je ne sais pas si c'est un changement délibéré d'attitude, coïncide aussi avec sa baisse de performance. Donc ouais, c'est intéressant comme théorie. C'est intéressant et je note ça, je note ça. Un petit focus. Alors du coup, on a déjà un peu parlé d'un peu de tous les pilotes, mais il faut pas. J'ai quand même fait des petits focus précis. C'est depuis qu'il a pris la licence française qu'il est mauvais. Oh là là, mais n'importe quoi, non. En plus, c'est en 2021 qu'il avait pris la licence française et qu'il avait fini troisième de F3. Puisque tout à coup, la France entière s'était mise à le supporter, alors que l'année dernière, tout le monde s'en foutait. Donc c'était assez drôle, mais voilà, en F3, non, il était troisième sous licence française. Bref, Théo Pourchère qui est à la maison, comme il le dit lui-même, hein, c'est voilà, c'est sa manche à domicile, hein, il vit à 10-20 km, il est canois ou grassois, ou enfin bref, c'est un truc de la région. Surtout, il revient sur les terres de son exploit de 2021, c'est là où vraiment il avait surpris tout le monde, il avait impressionné tout le monde avec sa pole avec 5 dixièmes d'avance dans les rues de Monaco, avec sa victoire le dimanche. C'était exceptionnel devant Oscar Piastri, on le rappelle. En 2022, c'était aussi très bon. C'était aussi très bon. Malheureusement, il s'était fait avoir. Il avait été dans le groupe le plus lent lors des qualifications. Il avait été handicapé par un drapeau rouge à la fin de son groupe de qualif qui l'avait empêché d'améliorer son temps et de chercher le meilleur temps. Bon, bref, c'était dommage, mais du coup, il partait deuxième et du coup, il a fini deuxième derrière Drogovic. Mais voilà, Théo Pourchard a toujours été très bon à Monaco. Aux essais, c'était discret. C'était discret et c'était surtout Martin, ce qui était impressionnant. Bon, ça reste que les essais libres, mais en tout cas, c'est vraiment maintenant. En tout cas, Théo Pourchard, il est toujours attendu à Monaco. Voilà, ces deux dernières manches, il a toujours été au minimum sur le podium. Il faut, il faut garder la tête du championnat, bien sûr, mais surtout, il faut accroître l'avance. Et il faut mettre un coup voilà, sur la tête de Vesti, d'Iwasa, Perman, de tout le monde. Je pense qu'il en est capable. Alors, c'est vrai que le week-end est. Voilà, le début du week-end était pas super impressionnant. Voilà, dixième des essais. Mais voilà, Théo Pourchard à Monaco. Et c'est vrai que, voilà, comme on dit en chat, c'est ce que j'allais dire, il est assez discret en essai et c'est souvent à la fin des qualifications, souvent dans le dernier tour. Donc ça peut aussi être un peu dangereux s'il y a un drapeau jaune, un drapeau rouge dans les 2 dernières minutes de la séance. Et souvent à la fin des qualifications qu'il se sauve. Donc oui, vraiment hâte de voir ce que va faire Théo Pourchard. J'espère vraiment qu'il fera. Bah, j'ai envie de dire qu'il gagne, mais en fait, je souhaite ça aussi pour les autres Français, évidemment. Mais c'est vrai qu'il en a besoin, les autres Français aussi, vous me direz. Mais ça arriverait à point nommé. Ça arriverait à point nommé et pour vraiment forcer sa place dans les négociations pour Sauber pour 2024. Puisque là, c'est bon ce qu'il fait, c'est solide et tout, mais voilà, il faut être impressionnant. Il faut être impressionnant. Et voilà, c'est le problème d'une troisième saison en F2. C'est difficile d'être impressionnant sur une troisième saison en F2, mais ça, on l'a déjà dit. On passe à Isaac Adjar qui, alors il est parisien, certes, mais il est un peu à la maison, puisque c'est quand même là où il avait impressionné, où Helmut Marko était tombé sous son charme. Euh, Puisque c'est en 2021, en Freca, qu'il avait fait la pole avec une bonne marge aussi, et où il avait fait la victoire. Et voilà, c'était super impressionnant. Le gars découvrait Monaco. Il était rookie dans ses voitures. C'était exceptionnel. C'était juste exceptionnel. Évidemment, pour Isaac Hadjar, comme on l'a dit, il y a une saison quand même à lancer. Il n'y a toujours pas le moindre podium, malgré un potentiel qui est vraiment là. Et on espère voilà, qu'il pourra faire un week-end bon, qu'il pourra faire des bonnes qualifications et des bonnes courses. Pour l'instant, ça a plus souvent été des mauvaises qualifs et des très bonnes courses. À Melbourne, malheureusement, c'était l'inverse. Il s'était qualifié quatrième pour au final finir hors des points. Voilà, on espère voilà, un week-end plein de bout en bout. Il avait fait 12e aux essais libres. Bon, on va pas se focaliser plus que ça sur les essais libres. En tout cas, c'était devant Jack Crawford par exemple. Et on a aussi
Ouais, pensez à Adrien David dont on attend sur le programme. Bah, c'est vrai qu'Adrien David, il a aussi triomphé à Monaco. C'était l'an dernier. C'était l'an dernier, Adrien David qui coach toujours des pilotes de F4 en F1 Academy, chez Air Race en F4 italienne. Bah ouais, c'est pas fou quoi comme programme 2023 pour Adrien. On espère bien entendu qu'il trouvera quelque chose, peut-être pour la fin d'année, peut-être pour 2024, mais c'est vrai que c'est rageant, c'est vraiment rageant. Adrien David d'ailleurs qui regarde la Formule 3, hein, je sais pas si vous avez vu, mais sur Twitter il a fait un commentaire pour fustiger le live timing inexistant de la F3 pour les essais libres. Euh, mais c'est frustrant que Adrien David ne soit pas là et c'est vrai que c'est l'un des derniers vainqueurs à Monaco tout court. Victor Martins à la maison. Alors c'est vrai que Victor Martins, on n'a pas tendance à l'associer à Monaco, au contraire de Pourchaire, au contraire de Hadjar, mais il a déjà gagné. Euh, il y a Cordier et Benavides dans le même groupe qualif. Génial la bataille pour Adrien. Ah mais c'est vrai. Oui, Cordier et Benavides dans le même groupe. Ouais, bah écoutez, ça va être drôle, il va y avoir deux drapeaux rouges dans ce groupe, ça va être assez sympa. Pour Victor Martins, oui, donc du coup, il a déjà gagné à Monaco, c'était en 2019. Contrairement à Isaac Hadjar, contrairement à Théo Pourchaire, il n'a pas roulé à Monaco depuis 2019. Donc voilà, c'était avant le Covid, donc ça commence à dater un peu, quoi, c'était il y a 4 ans. Euh, et malheureusement, en Formule 3, à l'époque, il n'y avait pas Monaco au calendrier de F3, donc ça fait longtemps qu'il n'a pas été à Monaco, mais en attendant, il avait gagné en 2019, et même aussi, il a tout simplement fait chaque course à Monaco sur le podium. Il avait fait 4 courses, donc 2 en 2018, 2 en 2019. Il avait fait troisième, troisième, premier et deuxième. Donc, Victor Martins, il aime bien Monaco. Je crois me souvenir qu'il ait dit que Monaco est un circuit dont il était absolument fan. Ça ne me surprend pas, vu ses résultats en tout cas. Ça ne me surprend pas. Mais c'est vrai que d'ailleurs, enfin, c'est assez cool, hein, mais les pilotes français, ils adorent Monaco, ils adorent les circuits urbains, donc c'est assez. Enfin, les circuits urbains. Là, j'ai le souvenir de Jeddah là en tête et ils adorent Monaco et ça c'est très chouette. Surtout ce qu'on espère pour Victor Martin, c'est qu'il finisse la course, qu'il soit pas disqualifié et voilà. C'est terrible, hein, on en est arrivé là quoi. Enfin, on en est là, on espère que il ne soit pas disqualifié. C'est terrible, vraiment. Il fait un début de saison ahurissant. Je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Et malheureusement, il est 15e au championnat. Et c'est déprimant. C'est déprimant, mais voilà, les résultats, enfin, la vitesse est là. Et même à Bakou, bah, l'air de rien, il finissait quatrième. Il avait fait enfin une course vraiment pleine du début jusqu'à la fin. Là, il faut marquer des points, il faut marquer des gros points. Ce qui est bien, c'est que son week-end a très bien commencé avec les essais libres, donc il va arriver en confiance aux qualifications. Ouais, voilà, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, le début du week-end de Victor, et on espère vraiment qu'il va lancer la saison, que voilà, là, il va s'imposer dans le top 10, qu'on le voit enfin dans le classement, tous les week-ends. Après chaque course, il y a la F2 qui sort les top 10 du classement, et à chaque fois, bah, on voit que Théo Pourchaire, et c'est déprimant. C'est déprimant au vu du potentiel des autres Français. Ensuite, j'avais envie de poser une question, genre, est-ce que Préma va pouvoir... Salut Lucas dans le chat. Il doit faire attention parce que dans l'Alpine Academy, il y a Flurch qui arrive. Alors, on va parler de la F3 juste après. Mais dans l'Alpine Academy, c'est assez compliqué. Dans l'Alpine Academy, c'est quand même assez compliqué puisque voilà, le problème pour Victor Martin, c'est qu'il n'y a pas de place. C'est qu'il n'y a pas de place, donc l'avenir de Victor est quand même en pointillé, quels que soient ses résultats en fait. Oui, je voulais parler de Préma. Préma avec Frédéric Vesti, deuxième au championnat. Oliberman, quatrième au championnat. Forcément, déjà, ils ont un message fantastique à vous faire passer. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super chouette de leur part. Bref, Préma, l'équipe transalpine, ils reviennent de très très loin quand même. Ils avaient marqué 0 points. Ils étaient même derniers au championnat. Ils étaient derniers au championnat à Bahreïn. Ils avaient rien compris des pneus de tout le week-end. Ils étaient à la rue. Mais voilà, à Bakou, c'était génial. À Bakou, c'était super. Euh, Ah, j'avoue, la coupe de Berman, elle ressemble à celle de Tim, j'avoue.
Pas autant de charisme, pas autant de charisme malgré tout, mais c'est vrai que sa coupe ressemble. Voilà, maintenant, Prema, ils arrivent en confiance, ils ont fait tout ce qu'il fallait à Bakou. Maintenant, il va falloir confirmer. Monaco, c'est pas un circuit qui leur convient, en tout cas, enfin, c'est pas un circuit qui leur convient, tous les circuits leur conviennent, mais voilà, ils n'ont pas forcément d'affect particulier avec Monaco, en tout cas historiquement. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la rivalité qu'il va y avoir. Euh, alors, Yann, je sais pas comment le prendre dans le chat, euh, mais non, flemme de faire des présentations sur Canva. Moi, PowerPoint, ça me va, ça crée un truc ok. Ça crée un truc ok. Les miniatures sont faites sur Canva par ma merveilleuse petite amie. Mais sinon, non. Mais oui, je sais que c'est un PowerPoint. Je sais que c'est un PowerPoint, je l'assume du début jusqu'à la fin, totalement. Euh, j'assume, j'assume totalement. Peut-être à un moment, si la chaîne c'est très gentil, mais j'ai pas envie d'exploiter des gens non plus. Et en vrai ça passe, mais évidemment c'est fait sur PowerPoint. Et puis non, c'est plus simple, c'est plus simple comme ça. Mais c'est gentil de proposer. Non, moi du coup, ce qui m'intéresse, c'est la rivalité interne qui peut exister entre Prema, euh, entre Frédéric Vesti deuxième, qui est le pilote expérimenté, et Oliverman quatrième, qui arrive, qui a écrasé tout le monde à Bakou. Va y avoir un moment, les deux courbes de progression vont se croiser, et je pense qu'on arrive à peu près à ce moment-là. Et je pense vraiment que ça peut créer des tensions au sein de la villa Prema. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Alors j'espère pas qu'il y ait des accrochages non plus à chaque course et tout, mais je pense que vraiment ça peut se friter entre les deux, puisque les deux ont des ambitions de F1, les deux font partie d'académie de F1. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les points pouvoir, c'est trop stylé. Exactement, exactement, les points pouvoir. De toute façon, c'est comme ça que George Russell, il a eu sa place en F1. Donc voilà, moi je fais confiance à pouvoir point. On passe aussi rapidement sur les autres pilotes. J'en ai déjà parlé, Damsei Iwasa, voilà, premier zéro pointé de la saison à Bakou, il va falloir se relancer. MP Motorsport, je les attends pas tellement à Monaco, donc Auger Daruvala, enfin surtout Auger, je l'attends pas tellement à Monaco, surtout à Barcelone, car à Barcelone, si vous vous souvenez bien, c'est là que MP avait écrasé tout le monde. MP avait écrasé tout le monde à cause d'une gestion de pneus folle, une gestion des pneus fantastique. Felipe Drugovich avait d'ailleurs fait un doublé, je crois qu'il avait gagné les deux courses l'an dernier. Clément Novalak, qui était son coéquipier à l'époque, avait fait l'une de ses meilleures courses. MP à Barcelone, on sait que ça va être les favoris. Ça va être les favoris, donc j'ai très hâte. Barcelone, du coup, c'est la semaine prochaine, hein, ça arrive très bientôt. Voilà, et Douane, Jack Douane, la saison, elle commence quand Ouais, mais non, 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 Clément avait fait une belle course. Il avait fait un bon week-end de F2 avec MP. Il n'y avait pas que Drugovic. Enfin, c'est pour ça, et c'est pour ça que je dis que j'attends vraiment MP, puisque vraiment il y avait les deux pilotes qui étaient au rendez-vous. Alors, Drugovic était bien sûr bien, bien en haut, et Clément avait un week-end correct, avait un week-end bon, mais au vu de ces autres week-ends, bah, c'était un week-end exceptionnel. Donc voilà. Euh, j'ai peur pour Barcelone vu les courses de Freca la semaine dernière pour la F2 et la F3. Oh, c'est vrai qu'on a dormi. On a dormi, les amis. Alors, je sais pas si vous avez suivi vraiment le week-end de Freca. Moi, je les ai suivis en lecture rapide, là, en avançant toutes les 10 secondes sur YouTube, puisque on a dormi. Mais c'était mon Dieu, mon Dieu, et pourtant il n'y a plus la chicane. Il n'y a plus la chicane. Je ne sais pas si la gestion sera si différente, puisque en soi, alors oui, ça va faire un virage rapide en plus, un virage rapide avec une forte tension sur les pneus, mais en soi, je pense pas que un virage va changer tellement de choses que ça. Mais purée, bah après, la Freca, la voiture de Freca n'aide pas hein, pour les dépassements. Euh, on sait que c'est l'un des championnats où c'est le plus difficile de dépasser, où c'est très compliqué, malgré le push-to-pass qui a été instauré justement pour régler ce problème. Mais c'est vrai que les courses de Freca à Barcelone étaient une catastrophe. Enfin non, pas une catastrophe, mais c'est juste qu'on a dormi, c'est rien passé. C'était c'était soporifique au possible. Je sais pas si la F2, F3, ça sera mieux.
j'espère que ça sera mieux. La F3 déjà ça se dépasse plus facilement, même s'il peut y avoir des trains DRS assez probable malheureusement. En F2 il y a aussi l'apport stratégique, ça peut un peu changer les choses. Donc je pense qu'on s'ennuiera moins en F2 ou en F3 qu'en Freca. Et il fallait regarder le karting, c'était mieux. Mais de toute façon, il faut toujours. Enfin, le karting, on s'ennuie jamais en karting, hein. Il y a pas de. C'est toujours des pilotes qui attaquent à 100%. T'as l'impression que tu regardes les courses en x2, tellement c'est accéléré, tellement ils passent vite dans les virages. Vraiment, le karting, c'est exceptionnel, hein. Un moment, je ferai un live sur le karting, je sais pas, pour le championnat du monde, ou peut-être quand nos Français feront un bon truc. Je sais pas, mais vraiment, le karting, c'est vraiment un truc de malade. C'est un truc de malade, ça va ça, j'allais dire ça va à 100 à l'heure, mais vraiment visuellement c'est si impressionnant. Bref, on passe. Ah oui, je voulais reparler du format des groupes qualificatifs. Comme on l'a dit dans le chat, il y aura deux groupes. Donc les pilotes sont divisés en deux groupes. C'est pas selon le classement du championnat, mais selon le numéro. Donc le numéro 1 perd dans un groupe, et le numéro perd dans l'autre groupe. Et ça peut créer des groupes assez inéquilibrés. Alors c'est pas assez déséquilibré, bon, c'est pas tellement le cas, mais bon, je trouve que l'idée est pas si incroyable. Mais voilà, après sinon le reste ça sera comme en Freca, donc il y aura deux groupes, et le groupe le plus rapide partira des positions impaires. Le premier du groupe A, le premier du groupe le plus rapide partira en pole position, le premier du groupe le plus lent partira deuxième. Donc voilà, si vous êtes habitué au qualif Freca, vous ne serez pas dépaysé exactement. Voilà, la seule addition en plus, c'est que on prendra pour les courses à grille inversée, bah, on inversera le top 10 de cette grille et on inversera le top 12 en Formule 3. Mais sinon, il n'y a pas de changement par rapport à l'Africa. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, mais voilà, il y a ActuF2 qui l'avait assez bien expliqué sur le site de Secteur F1. Donc voilà. D'ailleurs, a priori, alors on va reparler de la F3, on va parler de la F3 un peu après. En attendant, oui, pas difficile à comprendre, c'est pas la F4 italienne. Ouais, alors la F4 italienne, purée, quand j'avais dû expliquer là le format au premier round, qu'est-ce que c'était? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bref, juste pour mettre un peu les images fortes un peu des essais libres. Alors on avait du coup Ayumu Iwasa qui a signé le meilleur temps pour moins d'un dixième, enfin pour même 4 centièmes sur Victor Martins, c'était assez serré. Vraiment ce qui était intéressant surtout c'était que Victor Martins était vraiment très rapide, surtout secteur 1. Et aussi, mon autre enseignement, c'est que Isaac Adjar et Hightech étaient nulle part secteur 2. Vraiment, ils perdaient genre 8 dixièmes. Tout le reste du tour, c'était très, très bon. Mais voilà, secteur 2, il y avait un gros souci au niveau de Hightech. Donc on verra si ça peut se résoudre pour les qualifications demain. Et puis évidemment, donc voilà, il y a eu beaucoup de crash. Il y a eu le crash entre Boschung et Stanek, on en a parlé. Donc Stanek fautif, pénalisé de 3 places. On a aussi eu les crashs de Oli Berman et de Richard Verschoor au même virage. Oli Berman, pour Oli Berman, c'est clairement pas le top, hein. Vraiment, ça va peut-être. Je sais pas si ça va un peu briser sa confiance, mais il va pas arriver en qualif dans les meilleures dispositions. Maintenant, on sait, voilà, il avait tapé le mur à Bakou en qualification. Il a fait la pole avec un volant tordu juste après. Donc, ne sous-estimons pas le garçon. Je pense que vraiment, on n'est pas à une erreur, à un crash près. Enfin, voilà, je pense qu'il a les capacités pour rebondir. Après, est-ce qu'il le fera? Ça, c'est autre chose. On passe sur la Formule 3, s'il n'y a pas d'autres questions sur la Formule 2, sur nos 4 Français et sur les autres pilotes d'ailleurs. Juste pour revenir, sur la Formule 3, a priori, enfin, je suis assez surpris de ça, mais visiblement, les 30 pilotes devraient bien prendre part aux deux courses du week-end. Et c'est assez surprenant. En tout cas, il n'y a pas d'informations inverses dans les documents de la FIA, dans les documents de la Formule 3. Donc, voilà. Normalement, la limite du circuit de Monaco, c'est d'accueillir 28 voitures pour les courses. Là, il y a visiblement, je sais pas, ils vont faire une exception. En tout cas, aucune communication là-dessus. Donc, à moins que ça se fasse au dernier moment, mais visiblement, les 30 pilotes devraient participer aux deux courses. Et pour répondre aux questions, alors j'en ai parlé sur Twitter
qui est à Monaco. Il est à Monaco, hein, il a fait les essais libres. Il est à Monaco, sauf qu'il est aussi engagé en Eurocup 3, si vous vous souvenez bien. D'ailleurs, il est engagé en Eurocup 3, il a même gagné l'une des deux courses à Spa-Francorchamps au premier round. Et il est prévu qu'il fasse un programme sur toute la saison, qu'il fasse un double programme F3 et Eurocup 3. Mais on savait qu'il y avait un clash de date entre la F3 et l'Eurocup 3 ce week-end. Voilà, la F3 est à Monaco, l'Eurocup 3 à Motorland Aragon. Et c'est pas confirmé. C'est pas confirmé, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Mariboya essaye. En tout cas, c'est vraiment l'envie du clan de Mariboya, c'est de faire vraiment les deux et de faire des allers-retours en hélicoptère entre Monaco et entre Motorland Aragon pendant tout le week-end. Alors, je mettrai les horaires. Il y aura une page avec tous les horaires du week-end à la fin du live, à la fin du diapo PowerPoint. Euh, mais voilà, c'est l'objectif. Il ne sait pas si ça sera possible. C'est encore en discussion, mais voilà, l'Eurocup 3 l'a annoncé, qu'il était sur la liste d'entrée, sur la liste des participants. Et, euh, et voilà, enfin, je sais pas, ça paraît totalement fou. Vraiment, ça m'a fait penser à Sébastien Loeb qui gagne le rallye de Turquie en 2005 et qui prend un hélicoptère et qui arrive aux 24 heures du Mans pour faire la journée test, pour se qualifier pour les 24 heures du Mans, genre quelques heures après. Enfin, je sais pas, ça paraît totalement fou. En programme de promotion, il n'y a pas tellement d'exemples de pilotes qui font deux manches, enfin deux championnats différents sur deux circuits différents. Enfin, je sais pas, ça paraît fou, mais en tout cas, c'est l'objectif de Mariboya. À voir s'il pourra tenir ça, à voir s'il pourra faire toutes les courses, toutes les qualifications. Toutes les qualifications, ça paraît pas possible. Il va y avoir un souci, puisqu'il y a la course de F3 qui est à 8h du matin. Course de F3 qui est à 8h du matin le dimanche. Et la qualif d'Eurocup qui est à 9h40, quelque chose comme ça. Alors, à moins qu'il fasse rapatrier le Concorde, ça va être compliqué quand même. Ouais, voilà, ça va être compliqué, mais pour le reste du week-end, s'il loupe les essais libres, bah c'est pas qui sont les essais libres qui sont samedi matin, bah c'est pas impossible. Mais voilà, enfin voilà, je trouve l'histoire absolument incroyable. Ça paraît fou, ça paraît exceptionnel. Donc je sais pas s'il pourra le faire, mais voilà, c'est très intéressant de voir s'il pourra réaliser ce challenge et surtout à quel point il pourra performer, puisque aux essais libres, il a fait le 9ème temps, si je dis pas de bêtises, aux essais libres F3. En Eurocup 3, c'est le meilleur pilote normalement. C'est le pilote avec le plus d'expérience, peut-être avec le plus de niveau aussi. Donc est-ce que genre il pourrait marquer des points en F3 et gagner les courses en Eurocup juste après ou juste avant? Enfin, je sais pas, ça serait génial. Ah oui, ou tout simplement tu roules à fond jusqu'au circuit. Mais Monaco, Motorland, Aragon, je pense que c'est plus facile de le faire par les airs, hein, puisque c'est plusieurs bonnes heures de route quand même, hein, donc ça va être compliqué. Mais donc voilà, pour cet aparté sur Marie Boyan, en tout cas, en fait ça m'étonne même qu'il ne parle pas plus de ça. Euh, ah oui aussi, il y a la pluie. Alors ça, la pluie, on y reviendra, mais enfin, en tout cas, c'est un énorme coup de com', moi je trouve, hein, je sais pas, de faire deux championnats de week-end en même temps, je sais pas, je trouve ça même bizarre qu'il en parle pas plus. Et donc, on essaye hein, avec Feeder Series de faire quelque chose, de sortir un article sur le sujet, ça sortira sûrement après le week-end, hein, quand on aura tous les tenants et les aboutissants. Mais voilà, d'avoir les coulisses de cette histoire, ça serait assez fou, j'avoue. Pour revenir sur le classement au championnat, on a Gabriel Bortoleto en tête avec 20 points d'avance. Donc il a gagné les deux courses principales. Donc c'est quand même. Il a pris une bonne marge. Il a pris une très bonne avance. Ensuite, on a Grégoire Sossi, Dino Begenovic, Gabriel Emini, Pepe Marti, Oliver Goethe, Paul Aron, Zach O'Sullivan, Leonardo Fornaroli, Browning, Montoya, Colapinto, Colette Frédéric. Voilà, donc après, enfin, voilà après 4 courses, c'est quand même difficile de dessiner une hiérarchie claire. Il y a des pilotes qui devraient pas être là, j'ai envie de dire. Enfin, c'est une hiérarchie quand même très bizarre avec des pilotes qui se sont crashés, qui sont très bas au championnat. Et c'est un championnat où on n'arrive pas à se mettre dedans pour l'instant, c'est normal. Il y a eu une manche début mars, c'était il y a 2 mois et demi. Et il y a eu une autre manche début avril à Melbourne, c'était il y a presque 2 mois. Enfin,
Donc, du coup, on n'est pas du tout dans le bain pour la Formule 3. Il n'y a pas de, il y a aucune dynamique, aucun état de forme qui reste. Donc, c'est assez perturbant. Pour l'instant, j'ai un peu du mal vraiment à me plonger vraiment dans ce championnat. Mais c'est vrai que les quelques enseignements qu'on pouvait trouver, qu'on pouvait tirer en tout cas de ces deux premières manches, c'était que Trident et Bortoleto étaient vraiment seuls au monde. Et comme le dit Notos, je suis assez d'accord, le plateau est globalement un peu décevant. Je suis assez d'accord, il n'y a pas vraiment de pilote qui sort du lot, et Bortoleto, bah, on a du mal à être hypé, puisque euh, en Freca, ça n'avait pas été fou, et surtout il avait été dominé par Adrien David, on va pas se le cacher. En fait, Trident a l'air d'avoir la meilleure voiture, la meilleure équipe, assez largement, car vraiment les trois pilotes sont dans le top 10 au championnat. Et j'ai pas envie de diminuer le mérite des pilotes, mais un peu quand même. Enfin, pour moi, c'est pas des pilotes qui mériteraient forcément d'être tous les trois dans le top 10 au championnat, surtout avec une telle avance pour Bortoleto. Enfin, je sais pas, ça, je sais pas, ça paraît assez dingue. Après, oui, il y a aussi beaucoup de crash lors des courses. Très honnêtement, moi, le seul pilote qui m'a vraiment convaincu lors de ces deux manches de F3, en dehors de Bortoleto, c'est Gabriel Emini. Gabriel Emini d'ailleurs qui a réalisé le meilleur temps aux essais libres aujourd'hui, cet après-midi. En fait, j'ai surtout envie de voir à quel point l'expérience des pilotes rookies va être importante à Monaco. Je m'explique. Les pilotes qui redoublent en F3, style Zach O'Sullivan, style Franco Colapinto, Caio Collet, etc., c'est des pilotes qui n'ont pas ou qui ont roulé à Monaco, mais il y a longtemps. Donc voilà, enfin, ou qui n'ont pas roulé à Monaco tout simplement. Alors que les pilotes qui viennent de Freca, qui sont rookies en F3, comme Beganovic, Gabriel Mini, Bortoleto, etc., eux, ils ont eu Monaco l'an dernier. Ils ont pu rouler, ils ont pu avoir des podiums, des victoires, etc. sur ce circuit. Donc ils connaissent bien, ils sont habitués au circuit. Et je pense que les pilotes rookies pourraient avoir un avantage supplémentaire sur les pilotes expérimentés. Mais vraiment sur les pilotes qui n'ont pas fait la Freca, sur des pilotes comme Tsoloff, comme Barter, qui ont fait de la F4 par exemple sans passer par la Freca, ça pourrait être un peu problématique. Ils vont vraiment découvrir le circuit maintenant. Va falloir voir comment ça se passe. Alors, la séance d'essai libre s'est passée sous la pluie. Alors, c'est dans des conditions humides, mais séchantes sur la fin. Gabriel Emini a fait le meilleur temps dans ces conditions, quand même, qui changeaient très régulièrement. Donc, c'était un peu le dernier à passer sur la ligne. Voilà, bon, je vais pas décrypter non plus, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Il y a eu pas mal d'erreurs, évidemment, encore plus sous la pluie. Beaucoup de tout droit, par exemple à Sainte-Dévote, des pilotes alpines comme Tsoloff et Sofia Flörsch. On a Johnny Edgar aussi qui a provoqué un drapeau rouge. On a Ido Cohen qui est sorti. Voilà, il y a eu beaucoup de petites erreurs, pas de crash heureusement. Euh, voilà, pas grand chose non plus de plus à dire sur les essais car ça reste quand même des essais libres. Je place mon argent sur Colapinto si la malchance finit. Je sais pas, ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai que Colapinto, il enchaîne pas mal de soucis entre le crash qu'il avait eu en Australie et la disqualification à la course d'après ou d'avant. Attends, je dois confondre les deux. Disqualification et le crash. C'est vrai que Colapinto, c'est un début de saison assez compliqué et ça fait d'ailleurs qu'il n'est que 12e au championnat. Alors que c'est quand même censé être un favori au titre. Donc c'est assez compliqué pour Colapinto. Voilà, on passe ensuite à l'Eurocup 3. On va passer plus rapidement voilà, sur les derniers petits championnats qui ont lieu, qui n'ont pas lieu à Monaco. Je sais pas, c'était infraction technique, j'imagine. La raison de la disqualification des MP, si quelqu'un s'en souvient dans le chat, ça m'arrangerait. Mais je crois que c'était disqualification pour infraction technique. De toute façon, je vois pas vraiment d'autres motifs de disqualification. Il n'avait pas essayé de tuer volontairement quelqu'un, donc je pense que l'autre seul motif de disqualification c'était une infraction technique. Je me rappelle plus laquelle par contre. Donc on va passer rapidement sur l'Eurocup 3 qui fait son. C'était pas genre le bodywork, pas de la bonne forme. Alors j'avoue, je m'en souviens plus du tout. Hein. Je m'en souviens plus du tout. Voilà, c'était il y a presque 2 mois en Melbourne hein, quand même. Donc c'est vrai que je m'en souviens plus. L'Eurocup 3, donc avec un classement au championnat qui n'a absolument aucun sens. On a
Chen Yuhan, qui, si vous vous rappelez bien, était le coéquipier de Capieto l'an dernier en Freca et qui était genre 40e ou 44e, qui est 3e au championnat, grâce à un podium, vu qu'il a été l'un des seuls pilotes à mettre des pneus pluie sous la pluie, alors que tous les autres pilotes ont mis des pneus secs. Donc du coup, ça nous crée un championnat totalement n'importe quoi. Enfin, voilà, Braski, Boya, Han Chen Yu, Suleiman Zanfari, ça n'a un peu aucun sens. Ça n'a pas aucun sens. A priori, alors normalement, Pierre-Louis Chauvet ne fera pas cette course. Il est occupé avec le GT de son côté. Mais Esteban Masson, lui, sera bien là. Il sera le seul Français engagé. On espère que voilà, ça se débloque. Il y a eu beaucoup de malchance, malheureusement, pour Esteban Masson lors de ce premier round à Spa-Francorchamps. En course 1, comme je l'ai dit, voilà, il avait fait le mauvais choix de pneus. Et en course 2, c'était pas de la malchance, vraiment, il peut s'en prendre qu'à lui-même, malheureusement. En qualification, beaucoup de temps annulé pour cause de track limit, donc il partait seulement 10e. Il a fait du mieux qu'il pouvait. Mais voilà, Esteban Masson, normalement, c'est censé jouer les podiums, c'est censé jouer les victoires en Eurocup 3. Il le faut. Il le faut pour la suite de sa carrière. Hein. Il faut vraiment, s'il veut espérer un volant en F3 l'an prochain, il faut réagir très vite. On passe aussi à la F4 espagnole avec nos deux pépites, Enzo Dellini, Théo Finael, mais aussi les autres pilotes comme Luciano Morano, Pablo Sarrazin, évidemment, qui sont là, qui abordent le deuxième round de la saison, donc à Motorland Aragon, eux aussi. Le classement du championnat, c'est un classement du championnat qui n'a un peu aucun sens, là encore, puisqu'il n'y a eu que 3 courses, il n'y a eu qu'une seule manche sur 7. Enzo Dellini, 11e, ça pique. Ça pique, mais c'est tellement mal payé pour ce qu'il a montré en course, hein, tout simplement. Enfin, il devrait tout simplement être dans le top 5, voire même top 3 au championnat. Si malheureusement nos deux Français ne s'étaient pas accrochés en toute fin de course, dans le dernier virage, on a l'image que j'ai mise sur le diapo, on a Théophile Naël qui a accroché Enzo Dellini. Voilà, pour mon plus grand plaisir, évidemment. C'était très satisfaisant à voir sur place en plus, c'était génial. C'était un très bon moment, évidemment. Bref, en dehors de ça, en fait, Enzo Dellini, c'était un premier week-end bon, voire même très bon sur le rythme en course, mais malheureusement quand même en qualification, voilà, il s'était un peu loupé malheureusement. On rappelle aussi qu'il avait eu un problème de suspension lors de tous les essais libres, ce qui n'avait pas aidé, ce qu'il n'avait pas mis dans les meilleures conditions vraiment pour performer ce week-end. Bon, je trouve des excuses, c'est vrai, mais en tout cas, il y avait le rythme pour les podiums, il y avait le rythme pour faire clairement mieux. Et voilà, la saison est encore très longue, vous me connaissez. Mais voilà, Enzo Dellini, Théo Finael est 5e au championnat, c'est quand même un très bon début de saison, malgré l'accrochage qu'il y a eu. C'est un très bon début de saison. Il y a eu un premier podium pour Saint-Éloque, qui on espère ça en appellera d'autres, mais en tout cas, voilà. Théo Finael, Enzo Dellini, on sait que ça va jouer dans le groupe de tête globalement. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir si le Pedro Clerot, donc le champion de F4 brésilien en titre, pourra garder sa domination, enfin voilà, puisqu'il a été vraiment exceptionnel à Spa-Francorchamps, P1, P1 et P2. Donc voilà, beaucoup de choses à voir, de voir si il va falloir, en fait, certains pilotes vont essayer de confirmer ce qui s'est passé à Spa-Francorchamps, d'autres pilotes vont essayer d'infirmer ce qui s'est passé. Moi j'avais envie de parler un peu quand même de Luciano Morano qui 20e au championnat et bah, pour quelqu'un qui a été 45e de F4 Emirati, dernier de F4 française, bah, c'était un bon premier week-end, en dehors des ennuis, c'est pas mal. Le fait que Clairot est en train de faire une FIA F4 après avoir gagné une autre FIA F4, on peut trouver ça juste. Bah, dans l'absolu, moi j'aurais dit non. J'aurais dit non, enfin que normalement la suite logique après avoir gagné une F4 c'est de passer en F3 régional, voire même en F3 si tu veux vraiment griller les étapes. Mais c'est de la F4 brésilienne et c'est une F4 pas européenne, c'est une F4 qui était en plus à sa première saison, donc c'est très difficile d'évaluer le niveau du championnat. Mais dans les faits, techniquement, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi. Enfin, je sais pas vraiment même si c'est légal. Alors j'imagine que c'est légal hein, quand même si ça a été autorisé. Pourcher a fait la F4 ADAC après la F4 FFSA après tout. Ouais non non non, il avait fait la F4 FFSA mais il avait fait 3ème. Il avait fait 3ème et champion junior mais il n'avait pas été champion F4. Alors que Pedro Clerot il a gagné la F4 brésilienne. Je pense que c'est ça que voulait dire
alors je vais peut-être pas dire le nom, Sjael Fredern. Mais on peut faire 2 années de F4 de championnats différents, hein. Par exemple, Jerónimo Berrio, il fait F4 française, il avait fait 6ème, et là il fait F4 espagnol. Mais c'est vrai que être champion de F4 brésilienne et faire une autre F4, c'est vrai que c'est un peu moyen. Après, voilà, le niveau de la F4 brésilienne n'était pas fou, n'était pas incroyable. Donc je pense que c'est peut-être pour ça, peut-être qu'ils ont donné une dérogation, quelque chose comme ça. Et oui, voilà, par exemple, si Mats Ho, voilà, la légende de la F4 danoise venait en F4 France, ce serait pas déloyal. Je suis d'accord, mais après ça. euh, Non, mais je parle, parce que je réfléchis en même temps, mais voilà, la F4 brésilienne, c'est quand même un niveau au-dessus de la F4 danoise, et c'est certifié FIA, la F4 brésilienne, alors que pas la F4 danoise. Voilà, il y a des plus, il y a des moins, mais en tout cas, je pense pas que Pedro Clerot gardera ce niveau de domination tout le long de la saison. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup, et je pense qu'on va avoir une réaction de Noah Stromside, d'Enzo Dellini, de Théophile Nael, j'espère, et des autres pilotes. Matteo De Palo, qui a été très 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 intéressant. Matteo De Palo, franchement, Matteo De Palo, très très impressionnant. Et si j'ai un conseil pour Ferrari, qui a tendance à louper tous les pilotes italiens possibles, on rappelle qu'ils ont loupé Andrea Kimi Antonelli, qui est parti chez Mercedes, qu'ils ont loupé Gabriele Mini, qui est parti chez Alpine. Ferrari, il y a un bon pilote italien, prenez-le. Parce qu'on a l'impression qu'ils boycottent les pilotes italiens, hein. Ferrari, ils ont la caution Giovinazzi, mais en dehors de ça, là, il y a l'air d'avoir un très bon pilote italien qui fait des débuts très prometteurs. Euh, voilà, pour moi, Ferrari devrait se jeter dessus, prendre enfin un pilote italien, ça ferait un peu de bien quand même, mais bon, on verra ce que ça donne. Et évidemment, il y a encore 6 rounds cette saison qu'on verra, on verra ce que ça donne. Je me suis répété, mais c'est pas grave. On a aussi la F4 italienne, ça je vais passer plus rapidement parce que je suis moins le championnat, vu qu'il n'y a pas vraiment de Français engagés en dehors de Raphaël Narac, qui n'a pas encore scoré le moindre point. On a Arvid Lindblad donc en tête du championnat, on a Ugo Chukwu, Nicolas Lacorte, donc un triplé de Prema. C'est la F4 italienne, que voulez-vous. Un truc que je voulais souligner, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la F4, dans la F4 italienne, dans la F4 espagnole, c'est que la F4 espagnole va avoir plus de voitures que la F4 italienne. La F4 espagnole va avoir 33 pilotes quand la F4 italienne n'en aura que 30. Et on sent peut-être un début de déclin pour la F4 italienne, qui a longtemps été le championnat dominant sans partage, etc. Euh, mais voilà, peut-être que cette domination outrageante de Prema, ça a peut-être ses limites. Les tests illimités, ça a peut-être ses limites, et que les équipes préfèrent plutôt investir dans la F4 espagnole, qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus régulée au niveau des essais, contrairement à la F4 italienne. Et que donc, voilà, il y a un petit changement qui se crée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Notos pour le Prime, ça fait plaisir. Purée, on est sur un Prime par live là en ce moment, c'est génial. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. J'espère ne pas m'y habituer. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Merci à toi. Donc voilà, il y a l'air d'avoir un gros changement au niveau de la F4, avec la F4 espagnole qui prend peut-être le dessus progressivement. Ça sera à vérifier sur le reste de la saison, mais c'est intéressant de voir que la F4 italienne n'a que 30 voitures. C'est pas beaucoup. En début d'année, ils avaient vendu quand même 44 voitures, hein. Ils avaient dit qu'ils auraient 44 voitures et que faites vite, hein, prenez vos places, puisque on accepte jusqu'à 48 seulement. Ils faisaient les malins, ils faisaient les fiers, et là, il n'y a que 30 voitures, ce qui est déjà beaucoup. Mais on sait que la F4 italienne, ils ont toujours vendu ça comme un gage de qualité. Quantité n'est pas gage de qualité, mais voilà, ils ont toujours parlé du nombre de voitures. Et là, bizarrement, on les a moins entendus ce week-end. Bon, donc voilà. Et enfin, on finit avec les horaires. Vous pouvez screen, vous pouvez l'imprimer, l'encadrer, l'afficher dans votre salon pour ce week-end. Pour vendredi, les choses à retenir, c'est qu'il n'y a que deux échéances importantes, avec les qualifs F3 à 11h10 et les qualifs de F2 à 15h10. On a aussi samedi, enfin après samedi, voilà, samedi, dimanche, ça va être la folie. La F4 italienne, la F3, la F2, la F4 espagnole, l'Eurocup 3, la F1 évidemment. Cette fois, ouais, je sais pas si vous avez vu cette fois, mais j'ai rajouté la F1 sur le programme. J'ai rajouté la F1 sur le programme pour qu'il y ait vraiment tout au même endroit. J'ai pas rajouté Indianapolis, c'est vrai.
Il faut ajouter l'Euro Formula. J'avoue que l'Euro Formula, c'est un championnat quand même qui est en agonie depuis très longtemps. Il n'y a pas vraiment de pilotes intéressants. Voilà. D'ailleurs, les deux pilotes les plus intéressants du championnat, ceux qui avaient vraiment donné un vrai spectacle en Euro Formula, donc Tim Kravitz et Enzo Trulli, sont absents ce week-end à Spa-Francorchamps. Donc, bah, enfin, vraiment, l'Euroformula, c'est Euroformula, quoi. C'est vrai qu'on a Gérard Xier, donc le pilote chinois, le tenant du titre de la F4 chinoise, qui nous a offert des bonnes barres de rire en GB3, en F3 britannique, en se crachant sous safety car, en se crachant dans la voie des stands. Euh, voilà, c'est un pilote visiblement qui avait l'air plus solide en Chine qu'en Europe. Donc voilà, il y a tout sauf l'Euroformula, c'est vrai, désolé, je m'excuse platement. À ça, on pourra rajouter aussi que sur la journée de dimanche, il y aura le championnat de France FFSA Junior de karting à Varennes-sur-Allier, c'est en Auvergne. Donc pour les Auvergnats, écoutez, si vous voulez vous déplacer, c'est dans la région. On rappelle on a notamment Lisa Billard, la française de 13 ans, protégée par Alpine, en tête du championnat, devant Walter Schulz, seulement 11 ans, très très bon début de saison, et Pacum Weissenberger, l'ancien champion de France. Donc voilà, pas mal de choses aussi là-bas. Voilà, je vais essayer de faire des. Alors, je vais demander l'avis. Euh, j'ai envie de faire des lives ce week-end, mais je sais pas exactement quoi, puisqu'il y a pas mal de choses qui tombent en même temps, ou des choses qui tombent en même temps que la F1, ou des... Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire vraiment pour ce week-end. Je vais pas faire des streams 24 heures, puisque bah, l'air de rien, j'ai des études à côté. Euh, et j'ai un concours, j'ai un concours dans moins d'un mois, donc je vais pas faire des lives 24 heures, tu vois. Mais j'ai envie de faire des lives, un ou deux durant le week-end, et je ne sais pas vraiment quoi faire. Donc qu'est-ce qui vous intéresserait le plus, en sachant que la F2, la F3, je ne pourrais pas diffuser les images, et donc il y aura peut-être potentiellement un temps de latence entre mes commentaires et les images que vous voyez, alors que l'Eurocup 3, mais surtout par exemple la F4 espagnole avec Enzo Dellini, avec Théophile Naël, ça par contre je pourrais diffuser les images. Et je pourrais vraiment commenter en direct les images, et ça peut être vachement chouette, je trouve. Ça peut, il n'y a pas de commentaires français hein, pour les championnats, pour le championnat d'Enzo Dellini et Théophile Naël, donc ça pourrait être assez intéressant. Donc, mais voilà, mais en même temps, je sais que parler de la F2 et la F3, ça fera plus de vues. Donc écoutez, si vous avez, je demanderai l'avis sur Twitter aussi potentiellement, mais voilà, si vous avez une préférence entre F2, F3, mais sans images, et avec potentiellement un décalage, mais c'est la F2, la F3, il y a Pourchère, il y a Adjar, il y a Martins, etc. Ou la F4 espagnole, où ce n'est que Enzo Dellini et Théophile Naël, mais voilà, il y aura les images en direct. Ouais, on me dit la F4 espagnole. Bah écoute, moi la F4 espagnole, je prends. Le problème de la course 1, par exemple, c'est que c'est en plein milieu des qualifs F1 et ça c'est mort. Enfin, je vais pas faire de live sur un autre truc que la F1 en même temps que les qualifs F1. Je suis pas non plus, je suis pas non plus débile à ce point, et je suis pas non plus aussi fou pour louper les qualifications de Formule 1, surtout les qualifications du Grand Prix de Monaco qui sont peut-être les plus importantes. Ouais, je vais essayer de faire des trucs sur la F4 espagnole. Et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Je redemanderai l'avis sur Twitter en tout cas. Mais voilà, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va se laisser là on va se laisser là pour le moment. On se retrouvera évidemment pendant le week-end sur Twitch. On se retrouvera on se retrouvera sur Twitter évidemment sur tout le week-end. Voilà, écoutez, c'était un live assez sympa, un live chill, euh, pour parler F2, F3, Eurocup 3, F4 espagnol, F4 italienne. Il y a quand même un week-end assez chargé. J'ai même pas parlé des 500 miles d'Indianapolis, mais c'est vrai que ça va être, voilà, ça va être un week-end comme on les adore. Et on espère évidemment que nos Français et nos Belges, si on a engagé, seront au rendez-vous. En tout cas, d'ici là, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Salut! Bon, écoutez, je sais pas, écoutez, d'où tout le monde vient sur mon live maintenant. C'était avant qu'il fallait venir. Genre, qu'est-ce que j'ai jamais vu. C'est trop drôle. Écoutez,
abonnez-vous à la chaîne Percy VOD, puisqu'il y a la rediffusion qui viendra. Mais c'est n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour faire pour rattraper le live, genre en quelques minutes? Écoutez, Théo Pourchère, Isaac Adjar, Victor Martins, ils sont très forts, voilà. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Bon, écoutez. Mais alors, je finis avant 20 h puisque voilà, hein, voilà, il y a quand même des limites. Mais écoutez, prolongation de ce live. Euh, Là, je pense aux gens qui étaient sur le live avant et qui sont partis et qui vont tout louper. Merci Peugeot Driver pour le follow. Attends, Peugeot Driver comme Peugeot Driver comme Enzo. Est-ce qu'on a le leader de la F4 France sur le... On a le leader de la F4 France sur le live. Salut Enzo. Euh, C'était tellement pas prévu. Moi, j'étais parti, j'allais préparer mes tortellini. Bref, merci à ceux qui follow. Merci à ceux qui follow. Pour revenir évidemment sur le week-end de F2 qui arrive, déjà pour parler des essais libres. Pour parler des essais libres, merci à tous ceux qui follow, c'est trop. Pour parler des essais libres, on a Ayumu Iwasa qui avait fait le meilleur temps des essais libres cet après-midi devant Victor Martins, qui pour moi était peut-être le pilote le plus impressionnant lors des essais libres. Surtout, il avait l'air vraiment très à l'aise. En fait, Victor Martins, je l'ai dit lors de la première partie du live, merci à tous ceux qui follow, c'est abusé. Victor Martins, il a dit lors de la première partie du live, c'est très frustrant comme début de saison, on va pas se le cacher. C'est peut-être le pilote le plus impressionnant, le plus rapide, le plus... Ouais, voilà, le plus impressionnant, puisque en plus de sa vitesse, il est rookie. Il découvre la voiture, il découvre les circuits parfois, et malgré ça, il est toujours très 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 rapide, il est toujours devant, mais il est pas régulier. Il fait des petites erreurs, ou parfois, comme à Bakou lors de la course principale, quand il fait aucune erreur, quand il est parfait, quand il finit la course dans les gros points, il est disqualifié. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une malchance assez dingue qui s'accumule sur Victor Martins. Victor Martins qui n'est que 15e au championnat du coup, mais comme je l'ai dit, il est encore à portée de tir de Théo Pourchère, de Ayumu Iwasa, Frédéric Vesti, des gars de devant, puisqu'en fait beaucoup de pilotes ont été tous les pilotes de F2 ont été réguliers. Maintenant, on peut le dire, Ayumu Iwasa, c'était le seul pilote qui avait été toujours dans les points. À Bakou, on l'a pas vu du week-end. Donc voilà, le championnat de F2 est quand même très serré. Alors certes, Martins n'est que 15e, mais quand même, il est toujours là, il est toujours présent. Et oui, aussi un truc que j'avais dit aussi, c'est que ça me surprend beaucoup, puisque d'habitude, Victor Martin, c'est un pilote régulier. Genre, c'est un pilote régulier qui est toujours là, qui n'impressionne pas particulièrement par sa vitesse pure, mais qui est toujours là, quelle que soit l'équipe, quel que soit le championnat, quelle que soit la voiture. Il est toujours dans le top 5 au championnat, quelle que soit l'année. Voilà. Euh, voilà, il est toujours là. Mais là, c'est presque l'inverse. C'est vraiment en vitesse pure qu'il impressionne. Et et voilà, c'est des faits de course, des erreurs auxquelles on n'est pas habitué à le voir. Alors, il l'avait dit, par exemple, au pistonné, qui voulait, qu'il en faisait un peu trop, etc. Alors, c'est bien d'en faire trop. En tout cas, c'est normal en tant que rookie. Mais on sent que vraiment, il est tout proche alors je vais pas dire de la perfection, c'est peut-être un bien grand mot, mais il est tout proche de faire des week-ends exceptionnels à chaque fois. Et là, par exemple, aux essais libres, il a été vraiment très impressionnant. Deuxième des essais libres à quelques centièmes d'Ayumu Iwasa, mais on sent vraiment qu'il y a du gros potentiel. Théo Pourchard était très discret lors des essais, mais comme on l'avait fait remarquer dans le chat, c'est vrai que Théo Pourchère a tendance à être plus rapide, à être meilleur en qualification dans le dernier tour que dans les essais. Pour l'instant, sur ce début de saison, il est assez discret lors des essais, et c'est en qualification dans le dernier tour qu'il surprend. Voilà, Victor Martins, comme vous pouvez le voir sur l'image aussi, il avait déjà gagné à Monaco. Monaco, c'est un circuit qu'il adore, c'est l'un de ses circuits préférés. Il a toujours fini les courses à Monaco sur le podium. Donc il avait fait 4 courses
En 2018 et 2019, c'était à l'époque de la Formule Renault, il avait fait troisième, premier et deuxième. Bon, ça va être dur de répéter pareille performance vu que bah il y a les courses à grille inversée, etc. Mais voilà, beaucoup d'espoir en Victor Martin, c'est surtout voilà, on espère un week-end sans malchance, sans erreur, sans disqualification, puisque c'était marrant la première fois, en fait non, c'était pas marrant la première fois, mais voilà, on espère vraiment un week-end plein. On pourrait dire un peu pareil, pardon, de Isaac Hadjar, qui avait impressionné à Monaco, qui avait séduit Helmut Marko à Monaco il y a 2 ans en s'imposant en Freca. Pour Isaac Hadjar, aussi, c'est un peu le même objectif. Il est que 14e au championnat. L'objectif, ça va être de faire un week-end plein. Très souvent, il y a des qualifications mauvaises, mais il fait des courses exceptionnelles et il remonte dans les points. Ou, c'est le contraire, il y a Melbourne, il fait des qualifications exceptionnelles et pour des raisons diverses et variées, il finit hors des points. Coucou Roy Nissany. Donc voilà, il va falloir essayer de faire un week-end plein. Lors des essais libres, il a fait que le 12e temps. Il a mis, comme d'habitude, plusieurs dixièmes à son coéquipier Jack Crawford. Mais le problème, a priori, en tout cas, c'est que les essais évidemment, mais au deuxième secteur, il y avait au deuxième secteur, il perdait genre 8 dixièmes, presque une seconde sur Victor Martins. Tout le reste du circuit, il était bon, mais je ne saurais pas dire si c'est par exemple dans l'épingle du Loves ou dans le virage du Portier ou dans la ligne droite du tunnel qu'il perd du temps, mais en tout cas c'est dans cette partie-là, c'est dans ce secteur qu'il perd du temps. Donc j'espère que Hightech et lui pourront corriger ça d'ici les qualifications. Écoutez, je vais passer très rapidement. Bon, alors sur la Formule 3, on va peut-être pas forcément en parler. Juste pour dire aussi qu'il y a la F4 espagnole. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai tendance à beaucoup en parler, puisqu'on a notamment 2 Français engagés qui font des prouesses, Théo Finael et Enzo Dellini. Alors, des prouesses comme ça, si on voit leur classement, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça a été un week-end très compliqué pour Enzo Dellini, qui avait un rythme très très bon lors des courses. Des qualifications un peu moyennes, c'est vrai, mais un rythme en course très très bon, avec des belles remontées. Et malheureusement, nos 2 Français, bah, ils se sont accrochés. Euh, ils se sont accrochés lors du dernier virage, dernière course. C'est vraiment très dommageable. Enfin, vraiment, c'était au final qui en a trop fait, qui a été beaucoup trop offensif. Alors que voilà, Enzo Dellini allait accrocher son premier podium en F4 tout court, son premier podium en monoplace. Malheureusement, Théo Finael, on a décidé autrement. Théo Finael qui, lui, avec Saint-Éloque, d'ailleurs, petit coucou à tous les fans du GT qui sont là grâce à Anna, Saint-Éloque qui est désormais en monoplace et qui progresse très 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 vite. Et qui, grâce à Théophile Naël, et bah, ils ont récolté leur premier podium. Et clairement, actuellement, c'est peut-être que la troisième force, c'est peut-être un peu trop à dire, mais face à MP, face à Campos, c'est eux la troisième force du plateau en F4 espagnol. Et on rappelle que c'est leur première saison complète en monoplace. Ils avaient fait que 4 manches l'an dernier. Et donc, bah, ça progresse très 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 vite. Malheureusement, Théo Finael est un peu le seul très bon pilote de cette équipe. Hein. Pour Luciano Morano et Theodor Jensen, bah, vous pouvez le voir dans le classement, c'est beaucoup plus loin malheureusement. Mais la voiture, les réglages de Saint-Éloque sont vraiment très très bons. Il y a des personnes très compétentes évidemment à Saint-Éloque. Je ne sais pas s'ils me regardent en ce moment, mais voilà, si c'est le cas, un coucou à Julien Simon Chotan, donc le directeur technique, et Morgane Caron, voilà, qui font un travail exceptionnel et qui permettent de faire progresser l'équipe. Voilà, Saint-Éloque qui a des projets vraiment d'expansion, de monter dans les catégories supérieures. Et c'est vrai qu'ils ont un très bon pilote avec Théo Finael, 15 ans seulement, on le rappelle. Théo Finael, pilote local, hein, pilote stéphanois comme Saint-Éloque. Donc il y a une belle histoire à faire. Hein. Il y a une belle histoire à faire quand même si les Théo Finael et Saint-Éloque arrivent à monter jusqu'au sommet. Et puis on se donne rendez-vous en 2030 quand Théo Finael sera champion du monde avec Saint-Éloque en Formule 1. Bon, je m'envole peut-être un peu. Sinon, voilà, oui, en plus, Théo Finael, oui, qui est coaché par Alessandro Guiretti. Donc, Alessandro Guiretti, qui a quand même de l'expérience en Formule 4, en sport automobile de manière plus générale. Mais c'est vrai que Théo Finael, voilà, il est quand même bien entouré. Et puis, bah, comme je l'ai dit, Morgane Caron et Julien Simon Chotan, c'est quand même pas n'importe qui. Donc, quand t'as ces gens-là qui te croient, qui sont derrière toi, t'es plutôt serein. Maintenant, Théo Finael,
il doit quand même se canaliser. Par exemple, vraiment, l'action qu'il a fait sur Enzo Dell'Igny, c'était inutile. C'était inutile et il y avait une quatrième place à aller chercher. Au final, il s'en sort avec une sixième. C'est un moindre mal, mais bon, voilà. Écoutez, on va se quitter gentiment juste en remettant les horaires de ce week-end totalement dingue de sport automobile, de Formule de promotion, bien évidemment, puisque c'est la spécialité ici. Avec à 11h10 les qualifications de Formule 3, 15h10 les qualifications de Formule 2. On rappelle que c'est en deux groupes. Donc tous les pilotes sont séparés en deux groupes selon leur numéro, le numéro de leur voiture. Celui qui partira en pôle pour la course principale, celui qui sera premier tout court, enfin premier du groupe le plus rapide, le deuxième sera le premier du groupe le plus lent, le troisième sera le deuxième du groupe le plus rapide, le quatrième le deuxième du groupe le plus lent, etc. etc. Vous voyez ça. Donc voilà, très hâte de voir ce que ça donnera pour les qualifications de Formule 2 et samedi, dimanche. Week-end de dingue, week-end de malade. J'ai même pas mis les 500 miles d'Indianapolis. Mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses partout. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Ça fait plaisir, surtout après le week-end un peu contrasté. Voilà. Enfin, avec l'annulation d'Imola, on a un peu pris. C'était un peu la douche froide dans tous les sens du terme. À noter qu'il pourrait y avoir de la pluie à Monaco pour le Grand Prix de Formule 1, mais aussi pour la course principale de F3. J'ai mis d'ailleurs les prévisions météo pour dimanche. Normalement, ça devrait épargner le reste du week-end. Il ne devrait pas y avoir de pluie, alors peut-être quelques petites averses en Espagne à Motorland Aragon, mais pour la F4 espagnole. Mais sinon, en dehors de ça, voilà. Mais la pluie pourrait jouer les troubles faits dimanche à Monaco. Donc ah oui, c'est vrai qu'il y a les 24 heures du Nürburgring. Ça, c'est vrai que alors, je n'ai pas suivi, j'avoue. Ne me descendez pas en flamme, j'ai pas suivi les 24 heures du Nürburgring. J'ai vu que Jules Gounon avait abandonné, donc moi à partir de là, j'étais out. Euh, mais, euh, mais donc, et puis il y avait quand même un week-end de Freka, il y avait un week-end de F4. Il y avait un week-end de Freka et c'était tout. De F1 Academy, mais bon, voilà, c'était pas non plus la folie en monoplace. Ça a permis de se reposer, en tout cas pour moi, en tout cas de prendre des forces avant justement ce week-end et avant le week-end prochain, puisqu'il y aura aussi la F4 France qui reviendra à Spa-Francorchamps avec Enzo Peugeot notamment, avec Evan Gilter, avec Kevin Foster, etc. Et il y aura aussi tout simplement la F1, la F2, la F3 à Barcelone. Donc voilà, très gros programme en vue la semaine d'après. Vous pouvez screenshot les horaires. Comme j'ai dit, je vais refaire la même vanne que j'ai fait il y a 15 minutes, mais vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'afficher, l'encadrer dans votre salon pour le week-end. Mais voilà, normalement tout est là. Tout est là. Et voilà, très très hâte. Normalement, il y aura des lives. Il y aura des lives qui seront sur cette chaîne pendant le week-end. Le problème, c'est que je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je pourrais streamer des trucs de F2 et de F3, mais le problème, c'est que j'ai pas le droit de diffuser les images, vu que bah, c'est Canal qui a les droits quand même. Et que du coup, il pourrait y avoir un décalage entre mes commentaires et ce que vous voyez à l'image. Par contre, la F4 espagnole, ça, je pourrais vraiment le commenter avec les images comme un vrai commentateur et tout. Voilà, on verra ce que je ferai. Je bouge beaucoup des bras dans tous les sens, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il y aura des lives. Enfin, il y aura un live dans le week-end, il y aura peut-être des lives. Mais donc on verra ce que ça donne. De toute façon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Percy-8Wolf, sur Twitter notamment. Il y a évidemment la chaîne YouTube de rediffusion Percy VOD. Et en tout cas, bah, du coup, merci à Anna d'avoir ressuscité ce live qui était pourtant bien mort, qui était pourtant bien terminé. Voilà, j'ai essayé de faire une lecture avancée de tout ce live. Évidemment, on n'a pas parlé de la F3, on n'a pas parlé des autres pilotes comme Prema, enfin comme Vesti, comme Berman, comme Iwasa. On est passé très rapidement, évidemment, pour faire un récap très rapide en 15 minutes. Et du coup, bah merci Anna, merci à tous les raiders, merci encore une fois à Notos pour le Prime, pour mon deuxième Prime. C'est les émotions comme toujours évidemment. Mais du coup, voilà, d'ici là, merci à tous d'être venus. Euh, très bon week-end de course. Et on se dit à très bientôt sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Écoutez, sur Instagram, même si vous voulez. Allez, salut!